Lights, camera. Aujourd'hui à l'émission, Monty Python and the Holy Grail, The Mask et Spider-Man Into the Spider-Verse. Bienvenue à On Jase de Film. Bonjour à tous et à toutes, ici Guillaume Saint-Cyr, On Jase de Film. La formule est bien simple, je m'entretiens avec un ou une invitée de ses goûts en matière de cinéma. Donc on passe en revue 3 coups de cœur, une déception et un plaisir coupable. Et aujourd'hui, j'ai l'immense bonheur d'accueillir un jeune humoriste diplômé de l'École nationale de l'humour en 2019. Il est aussi animateur de podcast. C'est William Bernacquez. Salut William! Salut Guillaume, comment ça va? Ça va bien, ça va? Est-ce qu'on dit Bernacquez ou Bernaquet? Bernacquez. Bernacquez, parfait. Ouais, on fait souvent l'erreur, mais non, faut vraiment s'en colisser mon nom de famille. Alors, on reçoit William, c'est son unique nom. à partir de maintenant, tu vas être connu sous le nom de l'humoriste William. C'est presque cool. Non. C'est juste, mesdames et messieurs, William! T'as des gens qui sont... Ah oui! On dirait que je viens d'un pays qu'il y a un seul humoriste, fait qu'ils ont pas... Mais tu sais, c'est comme les espèces d'humoristes français des années 80, là, Oui. tu sais, genre... Ouais, même québécois, tu sais, Sol, Popek et compagnie, mais toi, c'est juste William. Ouais, non, j'aimerais ça au moins avoir un petit peu de notoriété avant qu'on dise juste mon prénom. Tu sais, je veux dire, Yvon Deschamps, ça a pris comme peut-être 25 ans avant qu'on l'appelle juste Yvon. Yvon, tu sais. ouais. Tu sais, Louis-José, on sait de qui on parle. C'est ça. Je veux au moins qu'on m'a mangé mes croûtes là, pour qu'on m'appelle juste William. Fait que c'est ça, t'as fait le NH t'as fini en 2019. Ouais. T'animes aussi avec Vincent Descoteaux le podcast The Rire Jaune, ou un podcast où vous passez en revue tous les épisodes des Simpsons auxquels j'ai eu le plaisir de participer. Ouais. T'es venu faire un tour, ouais, c'était vraiment le fun. C'est ça, dans le fond, on fait comme. On a commencé avec la saison 5, puis dans le fond, on fait des analyses, ben, pas tant en profondeur, là, mais de tous les épisodes 1 à 1 de la chronologie. On vient de finir la saison 5, là, puis on sait pas vers quelle saison on va se rattaquer, mais on a l'embarras du choix. Là. Ouais. Ce qui est cool des Simpsons, je me permets cette petite digression-là avant qu'on entre dans ta liste, mais ce qui est le fun avec les Simpsons, c'est qu'il y a tellement de référents des films, parfois très obscurs, que quand tu finis par voir le film ou que ça te donne envie de voir le film auquel on réfère, c'est une belle porte d'entrée vers des films plus complexes, plus rough. Des fois, tu sais, je me souviens, toutes les références à 2001 de l'espace, par exemple, mais ça aide à mieux digérer un film comme 2001 parce que sans avoir eu les références d'abord, ça peut paraître un peu sec. Est-ce qu'il y a des films que tu as vus à cause des Simpsons? Je pense pas nécessairement à cause des Simpsons, mais il y a beaucoup de films que j'ai vus que pendant que je le regardais, j'ai fait « Oh, man! » Ou, tu sais, c'est un peu comme connaître une chanson de François Pérusse puis après écouter la vraie tune. Oh, non, c'est pas ça. Fait que, mais tu sais, c'est ça, tu réalises à quel point les auteurs des Simpsons, c'est des nerds. Pas rapport, là, comme, tu sais, qui se portent des références sur des films que même pas tout le monde, ils se permettent des références là, tellement nichées que c'est sûr qu'eux autres, ils se font rire là, entre eux. Là. Ouais, complètement. C'est venu comment dans ta vie, le cinéma? C'est quoi les premiers films qui ont marqué le jeune William? Les premiers films qui ont marqué le jeune William, moi, je pense que le cinéma, ça vient de beaucoup de... quand j'ai grandi, j'avais pas beaucoup d'argent, puis chez ma mère, on avait juste une collection de films, une collection de cassettes, tu sais, comme vraiment, c'était ça, là, tu sais, c'était comme les 25 cassettes qu'on avait, c'était les films qu'on regardait, parce que on avait le câble, fait qu'on c'était soit TQS avec genre Fun Noir, puis TVA avec les nouvelles, fait que moi, à comme 6-8 ans, tu sais, c'était un peu plus dur de regarder ça. Fait que c'était toujours les mêmes cassettes. Fait que c'était comme. Puis c'était des cassettes de rack de club vidéo. Là. Fait que c'était genre. C'est très niché. C'est genre les petits Giants. Oui. Les Jurassic Park 1. Des affaires comme straight to DVD ou straight to VHS. Fait une collection quand même assez comme. Il y a Jurassic Park, histoire de jouer, mais c'est ça. Il y a aussi des films comme.
les petits Giants, que c'est le seul qui me vient en tête en ce moment, que c'est juste comme on est 12 à savoir c'est quoi. Oui, avec Rick Moranis. Oui, c'est ça. Mais super un film bon de film. football pour enfants. Oui. Il est resté longtemps dans ma liste de choix pour ce podcast-là. Là, c'est très difficile d'aller à ton podcast puis de devoir choisir. Je le répète souvent, ça fait à peu près 7-8 mois que j'anime ce podcast. À ce jour, je suis incapable de faire ma propre liste des films dont je voudrais parler si je m'invitais moi-même. Donc, je comprends tout à fait ton désarroi. Mais tu as quand même réussi l'exercice. On va commencer avec ton premier film qui est Monty Python and the Holy Grail de Terry Gilliam et Terry Jones, qui sont également en vedette dans le film aux côtés de leurs comparses de Monty Python, Graham Chapman, John Cleese, Eric Idle, Michael Palin et aussi les deux femmes du groupe qui sont là plus ou moins souvent, mais Connie Booth et Carol Cleveland. Oui, qui sont très fortes. Ils volent quand même les scènes quand ils sont là, vraiment. Là. Oui. Vraiment fortes. Qui fait Zoot. Je pense que c'est Connie Booth qui fait Zoot, celle qui administre un espèce de couvent de bonnes sœurs. Puis dès que t'en as un, c'est Galahad, le chaste, qui arrive au couvent. Puis toutes les filles veulent sauter dessus parce qu'il y a un gars qui arrive enfin. Puis lui, comme non, je suis chaste et pur. Non, c'est niaiseux. J'adore ce film-là. C'est un film qui est arrivé un peu plus tard dans ma vie. Je l'ai écouté jeune, ce film-là, mais jeune ado. Dans une période, c'est que je voulais un peu plus me culturer niveau film, ces affaires-là. Puis j'avais toujours entendu de Monty Python. Puis c'est un des rares films que j'ai écouté qu'en anglais, que je serais même pas capable, je pense, d'écouter en français. Mais j'adore à quel point c'est nerdy. Monty Python, ils se sont jamais cachés du fait qu'ils sont absolument méga nerds puis ils niaisent leurs propres affaires. Je pense que c'est dans mes influences humoristiques les plus proéminents de comme niaiser ma propre niaiserie souvent. Là, c'est des affaires qui me font rire. Là. Ouais. Avant qu'on entre sur cet aspect-là de ton appréciation du film, ça raconte quoi pour les personnes qui ne l'auraient pas vu? En gros, ils repassent un peu la mythologie de Arthur, le roi d'Angleterre avec Excalibur puis tout. Puis c'est leur quête vers le Saint Graal, de Holy Grail. Fait qu'en gros, ils se permettent vraiment de soit faire leurs propres histoires ou d'utiliser l'histoire de cette mythologie-là pour juste complètement niaiser le tout. Là. Je pense que la deuxième scène, c'est deux paysans qui détruisent complètement la monarchie avec leurs idéaux. Fait que c'est vraiment leur commentaire satirique avec l'humour très britannique, là, justement, sur leur propre mythologie au final, de leurs propres histoires d'Arthur avec justement le Sir Galahad puis les autres, là, voyons... j'ai juste Léonard dans la tête, mais c'est vraiment pas ça son nom. Puis c'est eux-mêmes qui jouent tous les personnages. Là, très RBO, là, très... Là, c'est ça. Là, même des fois, John Cleese est dans une scène 2 fois, fait 2 personnages. Fait le français juste parce qu'il est capable de dire 4 mots en français. C'est super. Fetcher la vache qui a aucun sens en français. Fetcher la vache. C'est tellement des bonnes répliques, puis c'est ultra britannique, tu sais, ils cherchent pas à camoufler leur accent ou à diminuer leur accent britannique. Fait que t'as vu ça quand t'étais jeune ado, est-ce que t'as compris ce film-là la première fois que tu l'as vu? Est-ce que tu comprenais les répliques? J'ai quand même, depuis que je suis jeune, je suis très bilingue, fait que l'anglais, ça n'a pas été tant un problème. C'était plus de m'adapter à l'accent britannique parce qu'il se donne un accent britannique la plupart du temps. Là, fait que, tu sais, en gag, justement, parce que même, je pense que même des fois, eux se comprennent pas. Mais c'est un film que j'ai comme appris à aimer comme en étage. Là, à chaque fois que je le regardais, j'appréciais un peu plus. Je pense que la première fois que je l'ai écouté, ça m'a un peu surpris parce que j'étais OK, juste ça commence avec un bon 3-4 minutes de sous-titres, genre d'introduction. Puis c'était pas comme si tu sais pas dans quoi tu t'embarques, c'est un peu dur. Là, c'est un peu comme la première fois que j'ai écouté Pulp Fiction avec un de mes amis, il a vraiment pas compris c'était quoi Pulp Fiction, genre l'histoire déconstruite puis tout. Là, fait que c'est genre de film que c'est ça, si tu sais pas dans quoi tu t'embarques, c'est peut-être un peu dur. Fait que c'est un film que j'ai appris à aimer, là, un peu comme
la bière, mais pas au même âge, là, mais... Puis tu disais justement que dans ton humour, tu utilises un peu le même style que les Monty Python, de rire toi-même de ta propre joke. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est quoi l'influence des Monty Python sur ce que tu fais? Ben, tu sais, juste, c'est souvent de l'humour pour moi-même ou des affaires de même, mais tu sais, c'est juste des fois quand j'écris un texte ou quelque chose comme ça, je vais avoir une parenthèse, puis ça va être juste comme faire un mouvement de façon très conne, tu sais. Puis des fois, c'était ça, même mes profs à l'école de l'humour, tu sais, ils lisaient mes textes pour les vendredis, puis c'était souvent des didascalies ou des affaires de même, que c'est juste moi qui comprends, mais ça me fait juste rire moi, parce que c'est mon texte, puis c'est moi qui vais le relire, fait que je rends ça le fun pour moi, tu sais, mais juste des affaires comme, par exemple, tu sais, le gag des coconuts, tu sais, ils ont des coconuts pour faire semblant qu'ils ont des chevaux, tu sais, mais ça prend pas 2 minutes qu'ils ont installé ce gag-là, qui niaise déjà ce gag-là, tu sais, fait que je trouve qu'il y a beaucoup de ça dans mon écriture, de la redondance ou de rire de soi-même, ou, tu sais, fait que, tu sais, ça a amené vraiment l'humour absurde que j'aime avoir, caché derrière l'humour que je présente aussi, là, tu sais, peu importe que je suis auteur dans un projet ou whatever, tu sais, je vais souvent amener ce niaisage-là de regarder, de briser le 4e mur sans le briser vraiment. Oui. Dans ce que tu dis par rapport à Holy Grail des Monty Python, je pense juste à quand ils arrivent à Camelot, puis t'as tous les chevaliers très solennels. Camelot! Puis t'as juste Terry Gilliam, tout recroquevillé en espèce de bossu. It's only a model! On a très bien pacé, là, c'est ça. Puis tu sais, c'est presque un film de sketch là, au final, tu sais, fait que... Puis non, c'est ça, juste le Black Knight qui me fait rire beaucoup, tu sais, que c'est ça, là, tu sais. Des fois, je le regarde puis je fais comme « Ah oui, c'est vrai, on commence déjà avec ça, là, tu sais, ça se fait comme... Ouais. » Tu sais, j'anticipe les bits, là, presque, là, ça me fait... Je pense que ça me fait rire souvent, là, puis c'est ça, il y a une belle écriture, puis une belle niaise. Tu vois qu'ils se niaisent entre eux, là, c'est presque comme un impro, là, souvent, là, tu sais, c'est dégueulasse, là, à quel point, comme... C'est ça, là, tu sais, juste la première scène où c'est qu'il passe sur le château, qui est clairement le même château pour toutes les scènes. Puis c'est juste comme... C'est le même château carré qui est pas invitant du tout. Qui est pas... Là, c'est ça, puis une des affaires qui m'avait le plus frappé au début, c'était à quel point tout le monde est boiteux, genre tout le monde est dégueulasse, là, tu sais, c'est pas juste sacré. Puis ça devait être ça à l'époque, là, tu sais, c'est ça, là, cette époque-là, c'est au final, c'était pas dans un château, t'étais sale, puis tout le monde mourait à côté de toi, là, fait que, ils ont quand même bien représenté ça, là, dans le film, là. Ouais. Ce qui est particulier, parce que moi aussi, je l'ai découvert autour de 14-15 ans, ce film-là. C'est pas léché, c'est pas... Tu sais, l'image est granuleuse. Tu vois que c'est pas un film qui a coûté excessivement cher à faire, tu sais, parce que... Mais tu vois que la pellicule est dégueulasse en partant, même sur une copie 4K Ultra HD DVD Blu-ray, ce que tu voudras. Remastered, entre guillemets, presque. Oui, c'est ça. Ça reste que c'est un film qui est pas... C'est visuellement beau, mais c'est pas attrayant pour l'œil. C'est gris, c'est sombre, justement, il y a de la boîte tout le temps partout. Ça désarçonne beaucoup, je trouve. Moi, j'ai l'impression que c'est la première comédie que j'ai vue, que j'ai fait « Ah, mais l'image n'est pas à proprement dit drôle. C'est vraiment ce qui va se passer qui est drôle. » Ouais, c'est très, tu sais, c'est ça, c'est très Monty Python, là, c'est très, tu sais, comme... Encore une fois, c'est ça, si tu y vas sans savoir dans quoi tu t'embarques, tu vas pas comprendre. Ils se permettent des longueurs, puis ils se permettent de... Des répétitions. Oui, la scène de la sorcière, où c'est qu'il essaye de faire deviner que c'est qui flotte sur de l'eau. Puis là, il a dit comme du plomb, puis il arrête pas de comme des affaires pas rapport, puis... Là, après ça, t'as Arthur qui dit « Ah, Doc! » Puis comme si... comme évident. Il y a cette affaire-là dans le film qui s'inspire beaucoup de Holy Grail quand tout le monde essaie de dire Guy. Puis t'as le personnage d'Alain Chabat qui est là dans son coin tout seul. Puis Guy! Oh! Wow! Ouais, qui se pratique dans son coin, c'est tellement drôle. Oui. Tu sais, je repense juste à des scènes comme... quand t'as un mariage d'un jeune puceau qui va se marier, puis clairement, il veut pas se marier avec une princesse, puis t'as 2 gardes qui gardent le palais. Je pense que c'est le personnage de John Cleese, me semble, qui court vers eux, mais ils prennent juste 8 fois le même plan de John Cleese qui court.
Ah oui, dans leur direction, puis eux qui Ah. regardent. Puis, tu sais que ça finit à la manière la plus britannique puis anticlimatique qu'il n'y a Ouais, pas, oui. ils se font tous arrêter par la police parce que plus tôt dans le film, ils ont décapité un homme, puis c'est comme sa femme est comme à la recherche de ses assaillants, genre, c'est juste les policiers qui arrêtent le tournage, that's it, là, tu sais, Oui, puis c'est drôle parce que là, peut-être que je me trompe parce qu'il se passe tellement d'affaires dans ce film-là, mais celui qui se fait tuer, c'est un historien qui est sur un champ de Oui. bataille où il y a eu une bataille épique, puis c'est juste marqué « A famous historian ». Oui. Oui, c'est ça. En même temps, c'est ça à quel point que c'est bien écrit, c'est qu'il n'y a rien qui arrive vraiment pour rien. Tu sais, genre, le gag du Swallow au début avec les coconuts, ça revient avec le avec vieux. Ouais, tu sais. Avec le sorcier qui s'appelle Tim. Tim. C'est ça, tu sais, ils se donnent des noms comme justement un des paysans, il s'appelle Dennis. Tout est bon dans ce film-là. J'ai le goût de le revoir. C'est tellement absurde. C'est tellement léger. Puis je pense que. Moi, je me souviens justement avec une gang d'amis au secondaire, on était dans une grosse phase où est-ce qu'on regardait Holy Grail, on regardait Life of Brian, on regardait Meaning of Life, puis on regardait même la série Flying Circus. Flying Circus and Now Something Completely Different. C'est ça. On se tapait ça en boucle, puis moi, ça m'a beaucoup appris l'anglais, justement, moi, de me familiariser avec les Monty Python. Puis je me souviens, pour l'anecdote, j'avais une professeure dans un cours d'anglais qui avait dit « Bon, ben, on va faire un exercice sur un film. Donc, si vous avez une suggestion de film à regarder, on va le regarder. Je vais poser des questions par rapport à ça. » Moi, j'avais dit « On regarde Holy Grail, on regarde Holy Grail. » Puis elle l'avait jamais vu. Fait qu'on met ça dans le lecteur DVD. Ça part, puis on était 3 dans une classe de 22-25 étudiants qui comprenaient ce qui se passait. C'est exactement ça, Monty Python. Là. C'est pour les quatre dudes dans le fond qui comprennent exactement c'est quoi. Ça. Mais le film a fini, puis la prof a juste dit « Je peux sincèrement pas vous faire passer un examen par rapport à ce film-là. » Fait que ça nous a sauvés d'un examen au final. Vous êtes des héros, Là. Moi aussi, j'ai connu les Monty Python, parce que j'ai acheté comme le coffret qui venait avec tout, tu sais. Puis après, à les connaître tout en même temps, tout en batch, puis même aussi, tu sais, j'ai amené ça au cégep en impro, puis on se tapait ça dans le local d'impro, puis on s'écoutait, tu sais, juste comme John Cleese qui fait le français, qui se tape sur le casque, puis c'est juste comme « And now I will taunt you a second time! » Tu sais, genre comme... Your mother was a hamster, your father smells of deliverance! Puis là, c'est ça, fait que c'était un point que je les écoutais comme tellement tout ensemble souvent que des fois je mélange des sketchs ensemble ou whatever, tu sais, mais Holy Grail, je trouve que c'est celui qui pour moi, c'est comme, je pense que c'est mon premier que j'ai vraiment capoté dessus, là. Mais tu sais, Life of Brian aussi, là, c'était écœurant, de niaiser encore une fois le mythe de Jésus, puis de ce temps-là, que juste l'affaire de la gogoune, que genre, tu sais... c'est un signe, c'est une... je me souviens plus du terme, là, mais une relique. Sa gogoune qui perd, c'est une relique, puis tu sais, qui fait juste dire aux gens qui sont rentrés dans le culte de Brian, arrêtez de me suivre. Oui, on va arrêter de te suivre. Non, mais pour vrai, arrêtez de me suivre. Oui, faisons comme lui, arrêtons de le suivre. Voyons. Oui, puis il finit à côté de Jésus, puis il dit cheer up, là, tu sais, c'est comme... non, c'est plein de sketchs que je suis comme, wow, c'est génial, tu sais. Il y a un sketch dans Now Something Completely Different, c'est que c'est dans un monde de Superman, puis c'est un réparateur de vélo qui est comme le héros, genre, c'est cave au bout, là. C'est ça, là. C'est comme, je peux pas, j'ai déjà fait comme j'ai déjà eu des dates, c'est qu'on écoutait Netflix, puis j'ai mis Monty Python, puis j'étais inutile parce que je riais trop, puis j'écoutais juste tout, tu sais, je pense que je suis trop fan, là. Moi, un moment donné, je jouais aux jeux vidéo Red Dead Redemption, puis j'avais appelé mon cheval The Knight Who Says Knee. Puis à un moment donné, je l'avais perdu. J'avais nommé mon cheval, mon autre cheval d'après, Iki Pretang. Parce que pour les gens qui l'ont pas vu, c'est excessivement drôle ce que je parle là, mais faut vraiment avoir vu le film parce que t'as un chevalier à 3 têtes. Que c'est ça, ils sont les chevaliers qui font juste dire « Ni! Ni!
c'est tout. Puis les gens ont peur des chevaliers qui disent ni. Puis quand ils reviennent plus tard, ils sont comme non, on n'est plus les chevaliers qui disent ni. On est les chevaliers qui disent Eki. Ah non, c'est ça, c'est super. Puis tu sais, c'est des références de même, justement, encore une fois, tu sais, dans Simpsons, où c'est qu'il y a un épisode, c'est comme Homer va dans le collège, puis justement, ils font juste, c'est les trois nerds, puis ils font justement les chevaliers qui disent ni. Oui. C'est comme pour les initiés, c'est très drôle. Là, Oh, oui. Ni. Ouais. Homer, comme qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il fait ça? C'est quoi ça? Exactement, c'est juste comme, hey, on va se mettre dans un chandail à trois têtes, puis on va dire ni, puis on va faire peur. Puis il va y en avoir un avec des espèces de bois de serre, puis OK! Ça me donne tellement envie de les revoir. Oh, j'adore ces films-là. Ah, ouais, mais qu'on puisse se voir, il faut qu'on les écoute ensemble. Hey, oui. Que... Ah non, puis on se fera un podcast où on les regarde puis qu'on dit ce qui se passe en même temps. Mais écoute, on va rester dans la folie, là. Allons dans le cartoon le plus à l'américaine possible avec un film qui reste quand même, en guillemets, en vrai. C'est The Mask. C'est un film de 1994 de Charles Russell qui met en vedette Jim Carrey. Ça. Jim Carrey. Je vais dire James Carrey. James Carrey. Avec James Carrey, le frère sérieux de Jim Carrey. Que des dramatiques. Oui, c'est ça. Donc, Jim Carrey, Cameron Diaz, Amy Yazbek et Peter Green, qui, pour info, était Z dans Pulp Fiction. Zed's Dead Baby. Splendid! Donc, j'ai l'impression que c'est un... Ben, ça, je l'ai revu il y a quelques heures à peine, de Mask. Et c'est un film, je pense que tous les enfants de notre génération ont vu. J'imagine, ouais. Quand on regarde à l'âge adulte, on fait hey, c'est pas pour les enfants, ça, là. Ouais, beaucoup de films de films des années 90 que c'est ça. Tu fais comme, oh, OK, c'est plus dark que je m'imaginais. Ouais. C'est l'abus de guns, de cigarettes, de soirées dans des coco clubs avec de l'alcool à profusion, tout ça, mais je pense qu'ils ne savaient pas comment sortir le film, puis ils ont fait ça va être pour les enfants. Ouais. C'est un drôle de film. C'est quoi The Mask? The Mask, ben c'est un film, je pense qu'il a été écrit que pour Jim Carrey, mais c'est un film où c'est que Jim Carrey, son personnage, Stanley Ipkiss, si je me trompe pas, dans le fond, est un homme très plate, très everyman, qui a sa job 9 à 5, puis il retourne chez eux avec son chien, puis sa vie est vraiment ordinaire, puis il trouve un masque dans l'eau qui donne comme un peu, qui accentue sa personnalité, qui comme rend ses désirs comme vraiment plus vrais, puis qui donne des super pouvoirs de cartoon un peu. Là. Ben, c'est juste un gars qui... Le masque, c'est comme s'il faisait 40 lignes de coke. C'est le même que je le vois. Ouais, puis on l'avait dippé dans du Flex Seal. Oui, c'est ça. Ouais. Un gros masque vert en stucco. Jim, prends-toi 40 lignes de coke et action. Ah non, mais c'est un autre des films de la collection, justement, que j'avais avec ma mère, tu sais, comme d'un cassette, puis tout. Puis je pense, encore une fois, ça a été mon première expérience d'apprendre c'est quoi faire rire, parce que je me souviens que je faisais juste citer de masque, puis ma mère riait, tu sais, fait que, tu sais, genre, d'imiter Jim Carrey, imiter Clint Eastwood, tu sais, où je « Vous m'aimez, c'est vrai! » Il reçoit son Oscar, fait que, tu sais, puis c'est ça, tu sais, comme, encore une fois, je pense que ça a vraiment, comme, accentué la façon que je fais, ça paraît pas beaucoup, mais je fais de l'humour beaucoup physique souvent, beaucoup en impro, ces affaires-là, puis ça surprend le monde, mais ça vient vraiment de là, de comme, d'avoir un body language cartoonesque, tu sais. Jim Carrey, ça a été quand même dans mes influences là, à ce niveau-là. Là. Puis c'est ça, je pense que The Mask, c'est un de ces films que j'ai écouté le plus dans ma vie, de sa collection de films. Là. C'est vraiment comme... Mais c'est ça, là, tu le regardes aujourd'hui, tu fais comme... OK, là, tu sais, il fait des ballons, des animaux en ballon, il se trompe de poche, puis c'est un condom, tu sais, Ouais. Mais tu sais, tu dis ça, puis je me rappelle juste parce que t'as une jambe artificielle. Puis je me souviens juste, la première fois que je t'ai vu sur scène, t'es juste embarqué, puis t'as juste un moment donné enlevé ta jambe pour la lever dans les airs. Puis j'étais comme, wow!
Je m'attendais pas à ça. Tout d'un coup, je suis comme ah, qu'est-ce qui se passe? Ouais, non, c'est ça. Il y avait beaucoup de moments à l'école de l'humour, c'est que tout le monde savait que qu'il me manque une jambe, que j'ai une prothèse, puis tout. Il y avait d'un cours d'impro ou d'un cours de clown, puis que je fais quelque chose de méga physique, mais pour moi, ça faisait juste du sens. Puis tout le monde, il s'arrête 2 secondes de respirer, comme ça va-tu? Tu capable? Puis il m'a un prof, Stéphane Maillé, le prof d'impro, qui dit comme, tu peux-tu la refaire? Je fais, ben oui, c'est comme genre. Fait que, mais c'est ça, c'est vraiment, je pense que c'est de là que ça a parti, là, puis c'est ça, c'est Jim Carrey à son plein potentiel. J'ai toujours pensé que je pense que c'est le film qu'il a fait comme en réponse à Batman, mais je sais pas à quel point c'est exact comme statement, là, parce que il a fait voyons, The Riddler, mais je pense que tout le monde le voyait comme le Joker, là, Ouais. Mais en plus, le masque, j'avais oublié, mais ça se passe dans une ville qui s'appelle Edge City, qui est un genre de New York, mais c'est aussi un genre de Gotham. Ouais, très néo-gothique, très... Ouais, puis le masque, j'ai l'impression que de la manière que c'est filmé avec mon regard d'adulte, ben Batman pourrait arriver à tout moment dans ce film-là, puis ça serait cohérent, mais c'est juste... Batman n'est pas là, la ville est laissée à elle-même, ben il y a Stanley Hipkiss qui va se mettre un masque puis aller régler le sort de la mafia puis de la police. Ouais. De la police corrompue puis des méchants. C'est vraiment ça le film. Très inspiré encore là, comme tu l'as dit, des cartoons, surtout ceux de Tex Avery avec l'espèce de loup que quand il voit une femme, ses yeux deviennent très très longs. Oui, c'est ça, avec le cœur qui lui sort de la poitrine. Puis Jim Carrey devient ce loup-là par moment. Il évite des balles en contorsionnant son corps en spirale, en se zigzag. relevant l'entrejambe dans ses épaules. Oui. C'est un très bon film. La trame sonore aussi est malade. Je pense que c'est l'espèce de calypso, il y a du jazz là-dedans. C'est très big band. T'es-tu un amateur de trame sonore? Quand même vraiment beaucoup. C'est souvent une des affaires qui m'accroche souvent quand j'ai un film que j'aime. J'aime souvent écouter la trame sonore, tu sais. Mais c'est ça, là, très... Oui, exactement, là, très... jazz latin, très... c'est ça, voyons comment le tango, puis c'est ça, là, son numéro de danse avec les espèces de manches je sais pas comment t'appelles ça, là, mais en espèce de frou-frou. C'est comme c'est lui qui chante très... c'est ça, là, mais oui, j'aime beaucoup les trames sonores de films. Là. D'habitude, là, quand j'aime un film, c'est pas rare que je vais aller genre sur YouTube, je vais faire tel film soundtrack, puis tu sais, genre, oh wow, ok, là, vraiment, là, tu sais, c'est quand même comme ce qui donne la couleur du film, là, souvent, là, tu sais, fait c'est pas rare que si t'aimes vraiment un film, tu vas aimer la trame sonore parce que tu vas t'identifier à ça, là, fait que, ouais, non, mais c'est vrai que c'est pas comme la première affaire qui m'était venue en tête, mais c'est vrai que la trame sonore de The Mask est quand même on point, là. Ouais. C'est vraiment cool. Puis, c'est très... encore une fois, un peu très Batman-esque. Ouais. Dans un peu l'opéra, un peu, là, les très instrumental, très orchestral, là, souvent, là, comme il faisait dans le temps. Fait que, non, mais c'est ça, l'humour physique de Jim Carrey est pas battable dans ce film-là. Ben non. As-tu une scène préférée, une scène qui te marque encore à ce jour? Ben moi, je pense que la scène... Je pense dans ma scène préférée, je pense que c'est quand... la deuxième fois qu'il va au bar, quand officiellement, tu sais, comme la mafia veut comme un peu le descendre, tu sais, puis là, il s'en débarrasse comme vraiment très, très cartoonement, là, très à la Bugs Bunny-esque. Sinon, le dernier showdown dans le bar, encore une fois, là, c'est quand même vraiment bon, mais je pense que la scène de danse avec quand il se fait entourer par la police, là, c'est quelque chose de comme... OK, c'est comme un grand déploiement. Là, tu vois, OK, il ensorcelle la police. Il fait chanter une policière contre son gré. Ben, pas contre son gré, mais il l'ensorcelle comme à chanter. Puis même elle comprend pas. C'est vraiment bien joué. Là, ouais, complètement. Il y a beaucoup de scènes qui repopent dans ma tête quand je pense au masque. Là, c'est ça. Mais encore une fois, c'est que tu peux facilement le relier au cartoon. Là, on dirait que c'est quelque chose qui se réimagine vraiment bien parce que c'est... c'est juste assez réaliste pour que tu puisses comprendre, mais juste assez cartooniste pour que ton cerveau fasse du sens avec ça.
Ouais, puis ça m'a rappelé beaucoup le génie dans Aladdin. Oui. Comme personnage il peut tout faire, il peut tout devenir. Il est magique. Tu lui demandes de faire quelque chose, il est capable. Puis Il c'est peut le ouais, puis faire. tu sais, encore, tu sais, il y avait pas vraiment de CG, là, tu sais, c'est très pratical, là, c'est vraiment, là, Ouais. tu sais, le masque, ils ont vraiment mis d'en face, tu sais, il y a quand même quelques effets spéciaux, mais sérieusement, là, ça à peu près, tu sais, c'est juste la carabine, la carabine en toutou, pas en toutou, mais Oui. en ballon, quand elle devient une vraie carabine jusqu'au bout, l'espèce de cartouche, elle flop jusqu'à la fin, tu sais, c'est Ouais. comme, oh, ok, quand Ah, même c'est une très belle bien fait. attention aux détails, là. Ouais, complètement. Complètement. On va rester, là, on va vraiment aller dans un cartoon, un dessin animé extraordinairement beau, un des meilleurs films de la décennie des années 2010. C'est Spider-Man Into the Spider-Verse, un film de Mm. 2018, réalisé à trois mains par Bob Persichetti, Peter Ramsey et Rodney Rothman. Le scénario de Phil Lord Chris Miller, son partenaire de toujours, est venu l'aider pour situer Phil Lord et Chris Miller. C'est eux qui ont fait 21 Jump Street, 22 Jump Street et Lego Movie 1. Ça met en vedette Shamik Moore dans le rôle de Miles Morales, Jake Johnson dans le rôle de Peter B. Parker, Mahershala Ali, Haley Stanfield, Lily Tomlin, John Mulaney et Nicolas Cage, parce qu'un film ne serait jamais complet Mm. sans la présence de Nicolas Cage. Quand même tout un casting qu'on a là. Ouais, un très bon casting. Euh, Spider-Man, rendu là, c'est comme Batman. Tout le monde sait qui est Spider-Man. Qu'est-ce qu'il y a de particulier avec Into the Spider-Verse? Mais c'est qu'il joue vraiment avec, justement, avec l'idée qu'on sait tous c'est qui Spider-Man, tu sais, qu'on sait tous que, justement, là, son histoire, qu'on l'a vu 1000 fois. Mais il amène différentes versions de Spider-Man, dont Miles Morales, qui est facilement dans mes préférés Spider-Man, là, de loin. Là, Miles Morales est arrivé comme dans le comic book verse, un peu en même temps que j'ai commencé à lire des comic books pour de vrai. Fait que ça a comme été un peu mon Spider-Man de lecture. Fait que je trouvais ça vraiment cool qu'il fasse un film là-dessus. Puis c'est ça, ramener des Spider-Man un peu plus obscurs. Mais la Spider-Verse, c'est quelque chose qui marche vraiment beaucoup dans Marvel. Puis c'est quand même quelque chose qui a vraiment été cool, qui amène dans l'univers des films, là, Ouais. l'univers un peu plus mainstream. Là. Vraiment un très, très bon film. Là. Sérieusement, l'attention du détail de ce film-là n'a pas de sens. Là. Mhm. C'est vraiment fou comment il joue avec les couleurs, comment il joue avec l'espèce de vieille esthétique de BD, avec les espèces de points. J'ai pas Ouais. exactement le terme technique. Comme les affaires plus loin sont pas tant focusées. Il y a juste un bon gag comme à un moment donné, Spider-Man il lance un bagel à quelqu'un, puis au lieu d'avoir un pause, ça fait bagel Ouais. en phylactère. Fait que c'est ça, l'attention du détail est super. Là. Puis je pense que c'est pas dur là, sur YouTube, il doit y avoir comme 200 vidéos de monde qui analyse ce film-là Oh de oui, fond en comble parce que les détails sont vraiment tous là. Là. C'est vraiment bien fait là, comme film. C'est le fun d'avoir un film de ces années-là, un film d'animation surtout, à quel point ils ont pris leur temps. Puis l'attention du détail est là, que ce soit pas juste pour vendre des jouets ou pour vendre de la marchandise. Là, c'est ouais. vraiment cool là, d'avoir Ouais, ça, je ben, pense. ça va jusqu'au point où Miles Morales bouge pas au même rythme photographique que Mm. Spider-Man. Il Ouais. à 12 images secondes, tandis que Spider-Man bouge à 24 images secondes, ce qui est la vitesse normale du cinéma. Donc, ça crée un décalage. Il n'est pas au ralenti. C'est juste que pour faire le mouvement de Spider-Man, ça prend 24 images. Pour faire le même mouvement de Miles, ça en prend 12 ou 14. C'est des petites attentions de même qui sont portées dans l'animation. C'est pour vrai dans ce qui s'est fait depuis des années en animation. Ça clenche. Je vais faire un gros statement ici, mais je trouve que ça clenche même toutes les Pixar au niveau de l'animation. Pixar, ils sont bons pour reproduire le réel. Mm. Mais ils effacent de plus en plus l'aspect animation, film d'animation de leur film. Ouais, Tout ouais. a de l'air réel. Puis eux, ils ont fait non, on s'en va dans une animation parfois traditionnelle. Il y a du mélange de 3D, il y a du mélange de. Puis tout ça est cohérent. Tout ça marche. Ouais, Euh, non, c'est super bien amené. Là. Ouais, t'as vraiment raison.
Il y a un bout, tu sais, que Spider-Ham, il donne un mallet voyons, à Miles Morales, mais comme le marteau garde son animation, mais c'est dans les mains de Miles. C'est vraiment comme. C'est ça, le mix se fait super Ouais. bien. Là. Ouais, parce que le Spider-Verse, en fait, c'est au début du film, le Spider-Man qu'on connaît, Peter Parker, décède aux mains de Kingpin, qui l'écrase à coups de poing. Littéralement aux mains. Littéralement, ouais, littéralement avec des gros coups de poing. Même moi, je trouve ça rough, cette scène-là. Je trouve ça dur de voir Spider-Man mourir. Un héros que j'ai depuis que je suis enfant, avec ses funérailles, avec tout ce que ça implique comme héritage, comme deuil collectif que la ville de New York a à faire. J'étais dans la salle, je l'ai vu 2 fois au cinéma, puis à chaque fois, ça venait me prendre. Et il y a un Spider-Man d'un autre univers, Peter B. Parker. Que lui, il a vraiment fait ça. Lui, ça fait comme 20 ans qu'il fait Spider-Man, là, fait que, dans l'univers, là, pas l'acteur, ouais. Mais que c'est ça, lui, il est comme. Il a passé son prime, là, il en a un peu mort, là, il a tout vu, là. Fait que... Il a tout vu, il est rendu avec une bedaine, il est divorcé de Mary Jane, il pleure encore le fait que Mary Jane Watson est partie, puis il est juste chez eux en dépression en train de manger de la pizza à moitié dans son suit de Spider-Man. Ah ouais, non, fait que c'est ça, puis c'était même, tous les personnages, malgré leur, tu sais, on sentait, à part Miles puis Peter Parker, ils ont pas tant un grand temps d'écran, mais ils ont toute une profondeur quand même vraiment intense. Spider-Gwen, tu sais, qui elle, son deuil, c'est Peter Parker, mais de son univers, puis tu sais, à un moment donné, il dit juste comme, parce que Peter voit Mary Jane, puis là, comme, ben, de l'univers à Miles Morales, ça va commencer à être compliqué, j'ai l'impression, mais mais tu sais, fait qu'il essaye de s'excuser puis de comme faire son mea culpa devant une Mary Jane qui est pas la sienne. Puis Gwen, elle dit comme non, tu peux comme oublie ça, je sais que c'est dur, là, crois-moi, je sais que c'est dur parce qu'elle parle au gars qui est endeuillé, là, tu sais, c'est comme oh fuck, c'est comme au travers de ça, ben c'est ça, tu sais, t'as Spider-Ham qui est joué par John Mulaney, qui est juste un cochon qui a issu des cartoons de Looney Tunes. C'est une araignée qui a mordu un cochon radioactif. Oui. C'est un bonhomme de cartoon qui dit That's all, folks. T'as Spider-Man noir qui vient d'un univers où c'est New York dans les années 30, donc comme dans les films noirs classiques. Très steampunk. Très steampunk. Son désir ultime, son pire ennemi, c'est un cube Rubik parce qu'il voit pas les couleurs, il voit la vie en noir et blanc. Il fait juste dire des fois, je prends une allumette, je l'allume jusqu'à temps qu'elle atteigne la pointe de mes doigts, puis je vois combien de temps je peux la durer je peux la garder dans mes mains. C'est comme peu importe où c'est que je vais, il y a du vent, puis ça sent la pluie. mais c'est ça, il y a des anecdotes de John Mulaney qui comme ils ont dit comme dans le studio, on dit comme hey, vas-y là, vas-y lousse. Ça a l'air qu'ils peuvent pas garder 80% des affaires qu'il a dit parce qu'il allait dans les obscénités, puis il a juste dit comme pourquoi vous m'avez pas dit que je pouvais pas le faire. Il dit ben on trouvait ça cool. John Mulaney, si vous voulez découvrir quelque chose de vraiment le fun, il y a des très bons spectacles qui sont sur Netflix de John Mulaney, mais il y a surtout John Mulaney and the Sack Lunch Bunch. Oui. C'est une espèce d'émission pour enfants, mais très ironique, mais en même temps qu'il y a beaucoup de cœur. C'est dur à décrire, mais c'est un genre de Sesame Street rencontre Saturday Night Live. Allez regarder ça, vous allez découvrir qui est John Mulaney. Après ça, allez regarder Spider-Verse. Moi, c'est tout va... Dans ce special-là, c'est la chanson de l'œil. Ça me fait tellement tout le temps rire. Là. La chanson de l'œil? C'est comme un des enfants, il a besoin d'un tuteur. Puis le tuteur qui arrive, il manque un œil. Ah oui, mon Dieu. Puis dans le fond, il essaie de dire que l'algèbre, ça va y aider à garder ses yeux. Puis, mais au final, pourquoi. Tu sais pas vraiment pourquoi il a perdu son œil. Puis en fait, l'algèbre, ça l'a pas vraiment aidé à sauver son œil. Mais c'est tellement drôle, là, comme. Ma chanson préférée dans le Sack Lunch Bunch, c'est Grandma's Got a Boyfriend. C'est juste un enfant, qui est genre, entre guillemets, John Mulaney, enfant qui raconte comment sa grand-mère s'est fait un nouveau chum, puis
ni sa mère ni ses tantes ont accepté qu'un nouveau gars rentre dans la vie de sa grand-mère, mais c'est un gars super sweet. Oui, c'est très, très ordinaire presque. Là, Mais c'est ça. Ça, c'est l'humour à la John Mulaney qu'on retrouve justement un peu dans Into the Spider-Verse. C'est un film qui est sorti en 2019, en 2018. Ouais. Donc, t'aimais déjà Spider-Man, t'étais déjà un geek de Marvel, de comic book? Je pense que j'étais un gros geek en général. Si mon premier choix de film, Monty Python, te l'as pas fait dire. C'est sûr. Mais oui, j'ai vraiment commencé à écouter, à lire des comic books. Je sais pas exactement c'est quoi qui m'a poussé à faire ça, mais ça m'intriguait comme si les super-héros, ça m'a toujours comme vraiment allumé depuis que je suis jeune. J'écoutais des Batman et ces affaires-là, tu sais. Puis, c'est ça, puis j'ai vraiment aimé, j'ai vraiment embarqué rapidement dans la lecture de comic book, là, à un point que j'y allais hebdomadairement, d'aller chercher les nouvelles sorties à chaque jour, là, à chaque semaine presque. Là, fait que, vraiment le fun. Puis c'est ça, ce film-là m'a beaucoup parlé. C'est que ça amène comme plusieurs plusieurs versions du même super-héros, donc plusieurs super-héros dans le même film, sans aller dans les clichés nécessairement, ou en utilisant les clichés un peu plus. Vraiment bien écrit, ça s'écoute tellement bien. Là, puis c'est ça, là, c'est pas vraiment un origin story, ça n'est une, mais en même temps pas, parce que c'est ça, là, je joue vraiment avec le fait, on le sait, là, on le sait c'est quoi qui se passe. Là, comme tu l'as dit, la mort de Peter Parker, au début, ça fesse parce qu'on sait tous c'est qui Peter Parker, on sait tous c'est qui Spider-Man, on sait tous comme « Ah non, Mary Jane », tu sais, comme on se dit tout ça là, déjà en partant. Fait que je pense que c'est pour ça que ça résonne aussi facilement. C'est quand même un des icônes du pop culture moderne. Oui, puis ça a tellement frappé Into the Spider-Verse. Ils ont gagné l'Oscar du meilleur film d'animation, d'ailleurs, et ils l'ont pas volé. Je pense que tout le monde aux Oscars était unanime, même ceux qui étaient en compétition contre ceux-là disaient non, mais remettez-leur, c'est tellement beau comme film. Ça passe. Il n'y a pas une image qui est laide dans Spider-Verse. Tu peux faire pause à n'importe quel moment, puis ça reste beau. Ouais. Puis c'est ça, puis je me souviens, j'étais arrivé tellement de reculons de ce film-là parce que j'avais vu que. Ben, c'est parce que dans ma tête, la première fois que j'ai vu le trailer, c'était juste comme Miles Morales, on va faire ça. Puis il venait de finir, il l'avait annoncé, mais il venait de finir comme la run de Spider-Man avec Andrew Garfield. Fait que là, j'étais comme, OK, ils veulent repartir de quoi. Tu sais, Sony Pictures, tu sais, c'est comme tu dis, comme c'est le studio qui nous a amené Surf's Up. Tu sais, fait que t'es pas sûr, mais finalement, tu sais, comme ils m'ont convaincu, là, ils ont fait une vraiment bonne job. Puis, un autre film aussi que la trame sonore est excellente, là, très new-yorkaise, très jeune. Sunflower de Post Malone, que je pense que c'est super beau. Super beau. Ils ont même du Notorious B.I.G. dans le film. Fait que c'est vraiment là, très bien. Le soundtrack est vraiment une pace. Là, elle suit vraiment bien le film. Ouais, vraiment. C'en est une que j'écoute comme quand dans mon téléphone là, qui est là, le soundtrack est là, que j'ai pas de misère à l'écouter là, c'est presque comme écouter un album là, vraiment là, comme pas de rap mais presque là, mais ça reste du hip-hop, ça reste du rap, c'est très Brooklyn, c'est très c'est la culture du rap de Brooklyn aujourd'hui, c'est tout à fait juste. Puis même il y a tellement une belle attention au quartier de Brooklyn que même les graffitis que tu vois sur les murs sont allés chercher des vrais street artists pour faire les œuvres qu'on voit partout dans le film. Partout, quand ils sont dans Brooklyn, il y a de l'art urbain partout. Ils sont allés chercher des vrais artistes qui ont dit « Peux-tu nous faire des œuvres? On va les inclure partout dans notre Brooklyn à nous. » Ouais, puis c'est ça. L'attention du détail est tellement là, tu sais, comme la scène où c'est que Peter B. Parker arrive dans Times Square, puis tu fais juste regarder les écrans, les images de films qui n'existent pas vraiment avec Seth Rogen, de Clone High, que c'est encore à TV apparemment. Tu sais, c'est comme... De Phil Lord et Chris Miller qui ont écrit le film. Oui. Il y a même une affiche pour Oh Hello, qui est un show sur Broadway de John Mulaney. Avec Nick Kroll, qui est sur Netflix aussi, c'est vraiment bon. Très bon, ouais. Fait que non, c'est ça, l'attention au détail, tu sais, ça aurait pu être juste des fillers, whatever. Non, là, c'est vraiment là, on point là, à chaque fois. Là,
super. Là. C'est pour ça qu'il est le fun à réécouter, c'est que tu peux l'écouter, mais en même temps, regarder les détails un peu partout, regarder l'animation, qu'est-ce qu'ils ont fait. On dirait qu'il n'y a aucun personnage qui fait rien pour rien dans ce film-là. Tu sais, même les personnages extras dans le fond. Là, fait que, non, c'est vraiment là, un de mes coups de cœur là, récents là, dans le cinéma. Là. Coup de cœur partagé, ouais. Là-dessus, on va faire une courte pause et au retour, on va apprendre pourquoi t'aimerais pas vivre dans un monde menacé par des extraterrestres avec Mars Attack. Et heureusement, on en a parlé un peu, mais le Chevalier Noir est là pour nous sauver avec Batman and the Mask of Phantasm. À tout de suite. Je profite de ce moment pour vous dire que On Jase de Film est disponible sur Patreon au www.patreon.com/On Jase de Film. Vous y retrouverez le podcast L'Armoire à cassette où je jase avec ma sœur Geneviève des nombreux films qui ont marqué notre enfance, ainsi que le podcast Amour et Flamèche où je fais découvrir pour le meilleur et pour le pire les films de l'univers Marvel à ma meilleure amie Camille. Parlant de Patreon, j'aimerais maintenant remercier les membres suivants. Benjamin Bourbonnais, Daria Desjardins, Gabriel Bordelot, Jen Saint-Cyr, Guillaume Ruet, Jadosaurus, Zachary Cyr Bellec et Éric Biron. Pour vous abonner, www.patreon.com/On Jase de Film. En terminant, si vous avez 2 petites minutes, vous pouvez laisser 5 étoiles sur iTunes, vous abonner sur la chaîne YouTube de l'émission et, bien entendu, sur Facebook et Instagram, m'envoyer votre liste de films. J'aime toujours jaser de films avec vous. De retour en jase de film avec mon invité William Bernakes, avec qui... Non, excusez-moi, l'humoriste William, avec qui... avec qui, en première partie, on a jasé de Monty Python and the Holy Grail, The Mask et Spider-Man Into the Spider-Verse. Et maintenant, on va rentrer dans un film que tu n'as pas aimé. J'ai hâte que tu me dises pourquoi, parce que c'est un film pour lequel j'ai une certaine appréciation. C'est Mars Attack de Tim Burton, qui a réalisé en 1996, qui met en vedette une pléthore de grands acteurs. Jack Nicholson, Pierce Brosnan, James Bond, Sarah Jessica Parker, Sex and the City, Glenn Close, Danny DeVito et Tom Jones. Tom Jones vient sauver le film. Il sauve le monde, presque. William, qu'est-ce que t'as pas aimé? Il sauve le monde, il sauve les États-Unis. Qu'est-ce que t'as pas aimé? Pour eux, c'est le monde. Fait que... Oui. Mais... Qu'est-ce que t'aimes pas de Mars Attack? Presque tout. Je sais, là, écoute, je sais, là, je vais probablement m'attirer de la haine profonde de tous les fans de Tim Burton qui trouvent que c'est peut-être son meilleur film. Mais je pense que ça vient d'un traumatisme parce que je l'ai écouté tellement jeune, ce film-là, puis il m'a tellement fait peur. Ah ouais. Je l'ai écouté jusqu'au bout parce que je pensais que c'était une comédie quand j'étais jeune. Puis il m'a tellement fait peur, ce film-là, que j'en faisais des cauchemars quand j'étais jeune. Fait que je pense que ça vient plus d'une place de traumatisme, mais je suis pas capable d'écouter ce film-là. Puis c'est ça, puis je sais qu'il y a du monde qui capote dessus, mais j'aime vraiment pas écouter ce film-là. Vraiment, là, tu sais, puis... si je me souviens bien, j'ai entendu, puis peut-être que je me trompe, là, mais que genre Tim Burton il a fait ça, mais c'est un peu un film de protestation, genre parce qu'il s'est fait un peu obliger quelque chose ou je sais plus trop quoi. Ouais, ben en fait, non. C'est un film qu'il a fait exprès que ça soit pas bon, là. Non, pas du tout. En fait, c'est qu'il avait fait. Ben oui, il a fait exprès pour que ce soit un peu dégueulasse, mais c'est qu'il venait de faire le film Ed Wood sur la vie du réalisateur Ed Wood, qui était un réalisateur de films de série B. Et il était tellement pris dans l'émotion d'avoir fait ce film-là. Puis Ed Wood, c'était des films de série B, c'était des films... je me rappelle plus des... Il y a juste Glenn or Glenda, là, dont je me rappelle du titre, mais c'était toujours des films comme ça, là, avec des bébites mal faites. C'est des films des années 50, mais qui auraient dû être faits dans les années 30 tellement les techniques sont mauvaises. Puis... C'est ça, il était dans cet esprit-là de film de série B. Je comprends le vibe, là, puis c'est un genre de film que j'apprécie. C'est un style que j'apprécie quand même beaucoup, là, c'est ça, mais il y a quelque chose dans moi qui fait que comme les affaires qu'ils utilisent dans le film, ça résonne pas. Moi, c'est juste comme... Je suis pas capable... Juste le bout de comme Sarah Jessica Parker qui envoie son corps avec la tête de son chien, puis comme elle crie dans le bocal... Ça résonne d'une façon avec moi que je suis pas capable. J'ai de la misère, je sais pas pourquoi.
parce que j'aime quand même la science-fiction puis le body horror, mais ça, je suis pas capable. C'est comme à Ouais. sa forme la plus simple, presque. Ouais, mais c'est vrai qu'il Tim Burton a pas de l'air à comprendre. Tu sais, c'est ça, je suis censé en rire ou il est sérieux. Et où sa ligne, puis Tim Burton n'a pas l'air de comprendre les jokes ou il les comprend trop bien, justement. Ouais. Puis qu'il a voulu plus faire une performance cinématographique parce que même l'histoire tient sur 2 pages puis un bout de papier de toilette. Ouais, sauf que finalement, les Martiens, c'est des trolls. Là, comme... Oui, oui, ils font juste gnac, 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 gnac. Puis, mais tu sais, quelque chose qu'on voit jamais dans un film avec des extraterrestres, c'est les Martiens qui débarquent puis qui tuent le président, mais de façon très froide. Puis c'est Jack Nicholson qui joue le président, donc ça vous donne une idée du genre de président qui peut être. Mais ouais, c'est ça, puis juste, tu sais, il y a Michael J. Fox dans le film, puis c'est fois à quel point il fait rien dans le film aussi. Ouais. C'est un reporter un peu égocentrique, mais finalement, il meurt dès la première scène de Martien. Fait que ouais, mais c'est spécial quand tu regardes Mars Attack la première fois parce que justement, c'est voyez tel acteur hollywoodien que vous aimez, zap! C'est ça. Puis, c'est vous aimez Sex and the City? Voici sa tête! Sur un corps de chihuahua! Oh oui, c'est ça. C'est ça. Puis, vous aimez la musique de Tom Jones? Ben, c'est ça qui va. C'est l'équivalent de l'eau dans Wizard of Oz. C'est ce qui va tuer les extra. Là, je le spoil. Je m'en fous. Là. C'est rendu trop. On est rendu trop loin dans Mars Attack, mais c'est vraiment juste Tom Jones qui prend son micro. Je me souviens plus quelle chanson qu'il chante. It's not unusual. Ah oui. It's not unusual to be loved by the one. Puis les extraterrestres qui ont une boîte crânienne qui est juste un cerveau dans une coupole se mettent à exploser. Fait qu'est-ce que ça dit de la musique de Tom Jones? que ça va te faire exploser la tête, que c'est... Puis Tom Jones, il est là, puis il est bien content, là, mais ça me rappelle... C'est mind-blowing, Oui, on va faire un lien avec The Rire Jaune, ton podcast, avec Vincent Descoteaux sur les Simpsons, mais tu sais l'épisode où... voyons, c'est quoi son nom, le chanteur? Barry White. Oui. C'est le jour de la frappe à Springfield. Le jour de la frappe, oui. Donc, le but, c'est que les gens de Springfield... Ils mettent un speaker, paf, ça à terre pour attirer les serpents parce qu'il aime les vibrations. Fait qu'il y a Barry White qui se promène dans la rue. Ben oui, Ben oui, mais ça, c'est complètement barbare. Là. C'est la journée où les citoyens de Springfield prennent des bâtons et frappent des serpents qui sont relâchés dans la ville. Déjà là. C'est quoi cette idée-là? Je sais pas qui, dans un brainstorm de l'équipe des Simpsons, a fait comme... Moi, j'ai pensé à quelque chose, là. Ouais, c'est ça. Les citoyens de Springfield, leur trip, c'est battre des serpents. Tout le monde fait, depuis des décennies, ils font ça, puis... Personne ne pose vraiment de questions. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça, t'as Barry White qui vient sauver la ville en chantant avec sa voix grave et sensuelle. Tous les serpents reviennent dans la maison des Simpsons, puis il a sauvé la journée. Donc, ça dit quand même Barry White a une voix agréable qui attire. Ouais. Mais là, Tom Jones qui tue des extraterrestres avec le pouvoir de sa voix. Ouais, c'est c'est un drôle de film. Mais à la lumière de tout ça, bon, je comprends qu'il y a la notion de traumatisme d'enfance aussi, que ça te faisait peur, mais je ne sais pas si tu le voyais ou le revoyais aujourd'hui, si ça te ferait le même effet ou si une fois que tu sais que c'est ça qui s'en vient, tu acceptes, puis là, tu comprends la convention, puis là, tu apprécies. Je sais pas, ça serait intéressant de le revoir, Mars Attack. C'est vrai que ça serait intéressant de le revoir. Le pire, c'est que je l'ai en DVD chez nous. Là, ouais. Pour te dire à quel point j'aime me faire du mal. Là, mais je sais pas. Je pense que il y aurait comme il y aurait des sentiments qui éveilleraient en moi, mais je pense que je serais capable de l'écouter. Mais reste que je pense que le film pour moi est pollué. Là, ça. Fait que c'est pour ça, là, je sais qu'il y a bien du monde qui l'aime, mais c'est ça, moi je pense vraiment pas. C'est un point que je fais comme je pourrais pas l'apprécier à sa juste valeur, peut-être. Là. Ouais. Autrement, est-ce qu'il y a d'autres films de Tim Burton qui t'ont marqué, d'autres films que t'aimes de Burton? Tim Burton.
J'aime beaucoup c'est Batman. Mm. C'est quand même des méchants gros classiques, le Michael Keaton puis Ouais. tout. Je suis pas un grand fan de Tim Burton. Je veux dire, je connais ses classiques puis tout. J'ai pas mal tout vu, là, Edward Scissorhands puis tout. Mais c'est pas comme... c'est pas le réalisateur qui résonne le plus avec moi, je OK. dirais. Ouais. Mais tu viens de Mais... mentionner les Batman. Justement, on va rester dans l'univers de Gotham avec la musique Ah ouais. voyons, lui, là, celui qui fait les musiques des films de Tim Burton. Là, je perds son nom. Danny Ouais. Elfman, Oui, qui incidemment Elfman. a fait le thème des Simpsons, d'ailleurs. Mhm. Donc, Batman, Mask of the Phantasm, c'est un film de 1993, un film d'animation de Batman qui n'est pas tout à fait une suite, mais qui vient quand même après Batman de 89 et Batman Returns en 92. C'est que c'est basé sur la série animée de Batman Ouais, qui c'est est ça. inspirée des films de Burton, Des en films de fait. Burton, donc avec la voix de Kevin Conroy qui a C'est prêté sa voix Batman. à Batman dans les 35 Euh, dernières années. Là. Toutes les fois que Batman est animé sur vos écrans, c'est pas mal lui. Là. C'est Les jeux ça. d'Arkham, les jeux, c'est pas mal tout le temps lui. C'est ça. Et on retrouve aussi Mark Hamill, Luke Yes. Skywalker, dans le rôle du Joker, qui est son son plus grand que Luke Ah, Skywalker. je pense que c'est pas son plus grand parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui savent que Ouais. c'est lui. Mais en termes de performance, il est le Joker Ah oui, ultime. absolument, absolument. C'est Dépassant à peu près tout le monde, en tout cas en termes Ouais, de non, en voix. termes de performance, là, il est très le fun, puis allez voir sur YouTube des vidéos de Mark Hamill qui fait le Joker, c'est jouissif, même Heath Ledger s'en est inspiré pour son propre Joker, tout le monde après Jack Nicholson, quand Mark Hamill a fait le Joker, tous les acteurs qui ont joué le Joker se sont inspirés d'une manière ou d'une autre de Mark Hamill. Ouais. Batman The Animated Series a redonné un deuxième souffle à Ouais. Batman, vraiment, là, parce qu'il y en a qui ont grandi avec ça, puis il y en a qui ont redécouvert Batman. Mais c'est ça, Mask of the Phantasm, sérieusement, j'ai appris qu'il y a du monde, je ne savais même pas, mais j'ai appris qu'il y a du monde qui considère que c'est un des meilleurs films de Ah ouais. Batman. Qui est ton plaisir coupable, là? C'est Je mon, le oui, by the spécifier. way, c'est pas un film que je déteste, au contraire. Non, 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 non. Mais ça, c'est un autre des films que j'écoutais quand j'étais très jeune, là, qui est encore une fois dans la collection de VHS à ma mère. Mais Colin, je l'ai réécouté il n'y a pas longtemps parce que justement pour le podcast puis tout, mais maudit que c'est bon. Là, puis c'est un des rares films qui se concentre pas sur Batman, il se concentre sur Bruce Wayne. C'est vraiment là, c'est une histoire d'amour là, presque. Là. C'est vraiment un bon film, toujours avec l'esthétique Gotham de The Animated Series qui est très néo-gothique. Ouais. Puis la trame sonore, encore une fois, qui est excellente, là, les vocalises orchestrales puis tout, là, qui sont comme ils ont mis du budget là-dessus, puis c'est tout animé, là, à part la séquence d'intro au début qui est comme en 3D, mais vraiment là, un méchant bon film de Batman là, avec qui garde la twist quand même jusqu'à la fin là, qui est quand même surprenante là. Puis tu sais que le film est bon puis rendu à moitié il sac de Joker là-dedans qui vient repartir le film de Mark Hamill qui à la fin il donne un de ses plus gros rires machiavéliques de toute sa run de Joker là. Mais ça raconte quoi, Mask of the Phantasm? En gros, c'est une histoire classique de Batman, mais en gros, il y a quelqu'un qui ressemble à Batman. Il y a un deuxième comme personne masquée avec un crochet à sa main qui tue des membres de la mafia. Puis tout le monde suspecte que c'est Batman parce qu'il n'y a pas 19 personnes masquées dans Gotham. Puis c'est ça qui tue des mafias. Puis dans le fond, Batman, sa job, c'est un peu de savoir c'est qui, de continuer d'investiguer c'est qui. Puis en même temps, il y a une des vieilles flammes de Batman, comme la personne qui a presque enlevé le goût d'être Batman, en fait, de commencer à être Batman, qui revient en ville. Fait que là, comme encore une fois, puis, ça joue entre le présent et le passé avec cette personne-là, où c'est que Bruce Wayne commençait à développer l'idée d'être Batman. Fait que, il y a vraiment des super bonnes scènes où c'est que Bruce Wayne est devant la tombe de ses parents puis il essaie de
de leur expliquer qu'il veut plus être Batman parce qu'il est heureux, puis là, il essaie de leur demander s'il est capable d'être heureux. Il y a vraiment des belles scènes là, dans ce film-là. C'est vraiment super. Là. Je suis vraiment d'avis que c'est peut-être un des meilleurs films de Batman. Là. Puis, ben ça, c'est particulier, j'entends en parler. Pourquoi tu le considères comme un plaisir coupable à ce moment-là? Parce que je pense que c'est un film un peu méconnu. Puis, tu sais, c'est considéré un peu comme un classique caché, là, justement. Puis, je pense que je l'ai écouté il n'y a pas longtemps, puis je pense que j'étais prêt à le réécouter la seconde où c'est que les credits ont recommencé, là, juste pour revoir un bout de scène, pour voir ci, pour voir ça. Là, il y a aussi la nostalgie, je pense, qui embarque là-dedans. Là. Le facteur nostalgique de comme j'ai grandi avec ce Batman-là. Moi, là, je l'avais sur mes caleçons quand j'étais jeune. On a tous eu des pyjamas Batman, on a tous eu quelque chose de Batman chez nous. Et oui, je comprends. William, ça a été un plaisir de te recevoir sur l'émission. Si on veut suivre tes projets, si on veut suivre tes comptes Facebook, Instagram, c'est quoi les bonnes adresses? Moi, c'était un plaisir pour moi aussi d'être là. Guilla, écoute, si vous voulez me suivre, c'est pas l'humoriste William, c'est... Mais ça va bientôt changer. J'avertis les auditeurs, ça va bientôt changer pour si vous voulez être à l'affût, faut juste... William! Si vous voulez être à l'affût, il faut juste suivre mes comptes. Je suis sur Instagram, Will Bernacques. Sur Facebook, c'est la même chose. William Bernacques sur mon YouTube. Puis aussi, on en a parlé, mais j'ai mon podcast que je fais avec Vincent Descoteaux sur les Simpsons de Rire Jaune. Si vous aimez les affaires spécifiques de cinéma, peut-être que vous allez aimer nous autres qui parlent de Simpsons. Ton épisode, Guilla, qui est en ligne, qui est super bon là, aussi, là, vraiment. Là, c'est dans nos tops écoutés jusqu'à présent. Là, c'est un très bon épisode là, qu'on a fait ensemble. J'ai vraiment aimé ça. Là. Ouais, c'est une fois que j'ai le plus ri. Ouais, c'est l'épisode Bart's Inner Child où Homer ça commence avec Homer qui achète un trampoline, puis ça finit avec Bart qui est rendu un icône de philosophie. Ouais, c'est ça. Qui a fait le chemin entre les deux. Merci beaucoup pour ta présence, William. Merci à toi. Tu me réinviteras. Là. J'ai peut-être d'autres films. Peut-être que Mars Attack va changer de place. Qui sait? On fera une prise 2 de cet épisode-là. Là-dessus, mon nom est Guilla Saint-Cyr et avec William Bernacques, on a jasé de film. Allez-tu, je le dis en même temps? Non. Ok.